Mesdames, Messieurs, amis internautes, bienvenue à ce nouveau numéro des directs du jeudi sur Abidjan.net. Actualité oblige, nous recevons pour vous aujourd'hui une ancienne gloire du football ivoirien, Tchétché Aimé, joueur de l'équipe nationale de 82 à 85 et consultant sportif par ailleurs. Avec lui, nous parlerons de la CAN bien entendu et aussi de la reconversion des anciens footballeurs après leur carrière. Tchétché Aimé, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Didier. Et encore joyeux anniversaire parce que le 20 janvier dernier, vous avez célébré un an de plus. Oui, Donc oui. toute l'équipe de Weblogie Côte d'Ivoire Abidjan.net vous souhaite encore une fois joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Le mardi dernier, les éléphants étaient face à la Guinée au stade de Malabo. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que nos pachydermes ont trébuché avec le score nul, un but partout. Alors pouvez-vous, avec votre œil de spécialiste, nous décrypter ce match? Selon vous, est-ce que les éléphants ont bien joué? Oh, bien joué, non. Les éléphants ont plutôt bien réagi. Les éléphants ont plutôt bien réagi parce qu'on aurait pu perdre par 1-0, surtout qu'on était à 10 contre 11. C'était pas évident pour les éléphants d'égaliser. Mais ils ont eu une belle réaction d'orgueil. C'est ça qu'on demande aux éléphants. La seule satisfaction vient, à mon avis, de la défense. La défense, on a tellement décrié cette défense, c'est notre talon d'Achille. Elle a joué elle a joué très calme, cette défense. Elle a joué très calme, sereine, avec un leader, notamment l'ancien Kolo, qui fait figure d'ancien. Il a vraiment dirigé cette défense de main de maître. C'est vrai qu'on prend un but, mais là-dessus, personne n'est totalement responsable. C'est toute l'équipe. Et donc, je voudrais croire qu'elle va tenir encore lors du prochain match. Ensuite, le milieu de terrain. Le milieu de terrain n'a vraiment pas été ce qu'on voulait. Parce que c'est dans le milieu de terrain c'est du milieu de terrain que part le rythme des matchs. On a tendance à tricoter le ballon dans notre propre camp. On a eu plus de pourcentage de possession de balle que nos adversaires guinéens. Mais tout cela s'est passé dans nos surfaces de réparation. Alors que quand on tricote le ballon, il faut un temps pour envoyer le ballon devant pour les attaquants. Il n'y a pas de rythme. Il n'y a pas de rythme. Il n'y a personne pour imprimer un rythme à notre milieu de terrain. Donc du coup, nous jouons tous au ralenti. Quand vous prenez par exemple le cas du capitaine Yaya, c'est un grand footballeur. C'est un très très grand footballeur. Mais il n'a pas de rythme. Or, en général, le patron de l'équipe, celui qui donne le tempo, il accélère, il arrête. C'est sûr qu'on ne peut pas jouer 90 minutes en courant, à tout va, mais il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut faire. Et Yaya le sait très bien, mais c'est sa nature, c'est sa façon de jouer. Il faut qu'il change un peu. Il est très fort à Manchester, parce que derrière lui, ou à côté de lui, il y a des garçons comme Silva, Fernandinho, qui prennent la relève quand ils marchent. Ici, dans notre équipe nationale, il n'y en a pas. Il n'y a personne qui prend le relais quand il marche. Or, il marche tout le temps. On joue à son rythme. Quand on franchit la ligne médiane, c'est comme si on appelait quelqu'un au téléphone pour dire écoutez, je vais te faire une passe. Parce qu'il n'y a pas de vitesse. Donc tout le monde, là, il faut qu'on change ça. Il faut qu'on change ça. La sortie, Gervinho est sorti, malheureusement. Mais l'entraîneur n'a pas d'autre choix. Il n'a pas d'autre choix que d'aligner un garçon comme Assalé qui peut donner du rythme à cette équipe. On va parler du carton rouge de Gervinho, mais avant le nouveau gardien, celui qui remplace Kopa Barry, qui prend un but, est-ce que sa responsabilité est directement engagée? Non. Sa responsabilité n'est pas engagée. Je dis que c'est toute la défense ou toute l'équipe qui est responsable de cet manque d'inadaptation. Et on ne devrait pas l'accabler. Hein. C'est un garçon qui, à sa première CAN, il a énormément travaillé pour arriver à ce niveau. Je pense qu'il faut l'encourager. Hein. Si sa responsabilité était engagée, je l'aurais dit. Je l'aurais dit parce que c'est un garçon formidable, c'est un garçon qui travaille. Je l'ai vu avec le service pour le San Pedro. Je peux vous dire que c'est un garçon qui a du caractère. Gervinho a un vilain geste au cours du match, il reçoit un carton rouge. Est-ce que pour un joueur international de ce niveau et dans une telle compétition, ce n'est pas un peu il n'est pas allé un peu trop fort
Oh, l'expression va être très dure. Je vais dire que c'est une faute idiote. Il sait que l'espoir de ce pays, de notre équipe nationale, repose sur lui. Il faut maîtriser ses nerfs. Il faut maîtriser ses nerfs. On l'a vu, Zidane en 98, d'abord en France, face à l'Afrique du Sud, et puis le même Zidane face à l'Italie en finale. Or, c'est sur eux que repose toute l'équipe. Nous n'avait pas le droit de se comporter comme ça. Je veux bien comprendre que dans ce genre de compétition, on a les nerfs à fleur de peau. Mais il aurait dû se calmer parce que la conséquence, elle est immédiate. Si on n'avait pas égalisé, on serait aujourd'hui au pied du mur. Par sa faute. C'est un garçon charmant, mais il gagnerait à se concentrer davantage pour tirer son équipe vers le haut. Nous avons obtenu le match nul grâce au meilleur buteur du championnat de Russie. Comment ce garçon est arrivé sur le terrain? Est-ce que vous pensez que le coaching de Hervé Renard était judicieux? Bien entendu, il a marqué un but. Et pourquoi donc, s'il a de telles capacités, reste-t-il sur le banc de touche? Bon, peut-être qu'il n'est pas... il a un gros handicap, c'est qu'il est fragile. Hein, avant les matchs éliminatoires ici, il avait marqué un but splendide contre la Sierra Leone. Et puis après, il s'est blessé par la suite. Ce qui l'a amené à jouer très souvent sous perfusion. J'allais dire avec des injections. Et pour ne pas bouger sa carrière, on a voulu le ménager par rapport à l'équipe nationale. Aujourd'hui, il revient à son meilleur niveau. Il revient à son meilleur niveau. Je pense que l'entraîneur fait bien de le garder dans le style joker. Ça lui a bien réussi, mais pour les matchs à venir, il devrait pouvoir l'aligner tout de suite parce que ça ne sert à rien d'avoir un talent comme dit Doumbia Seydou sur la touche et regretter après. Amis internautes, je rappelle que nous sommes avec Tchétché Aimé, ancienne gloire du football ivoirien, joueur de l'équipe nationale de 82 à 85, consultant sportif. Avec lui, nous abordons notamment le thème de la CAN, de la participation des éléphants, et nous parlerons très bientôt de la reconversion également des anciens footballeurs après leur carrière. Alors, monsieur Tchétché Aimé, comment voyez-vous le prochain match des éléphants le samedi prochain? Selon vous, qui sera aligné en premier et quelle sera l'attitude des pachydermes ivoiriens? Ils doivent entrer sur le terrain comme des guerriers. C'est ça qui nous manque un peu. La niaque. C'est-à-dire... agir au lieu de réagir. Agir au lieu de réagir. C'est-à-dire aller chercher l'adversaire. On a tendance à les attendre et partir. Non, il faut aller chercher l'adversaire. Il faut montrer à l'adversaire qu'on a envie de gagner, qu'on veut les battre, qu'on est sur le terrain pour les battre. C'est ça qui fait la différence entre les autres équipes et nous. Nous avons pourtant les joueurs pour... Nous avons des joueurs capables de livrer de très très bons matchs, mais parce qu'ils ont toutes les conditions réunies, ils ont des partenaires qui jouent tous à l'étranger. Je veux dire, je ne veux pas tourner ça au drame, mais j'ai un pincement au corps de voir que cette équipe-là n'a pas de caractère. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cela? Alors, pour changer, il faut vraiment un leader. Il y a les cartes, mais il ne fait pas toujours ce qu'on lui demande. Regardez, quand je parle d'un milieu de terrain qui va vite, qui donne du rythme à l'équipe, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un garçon comme Magui Serge Alain, un garçon comme Misan Pascal. Ce sont des gens qui donnaient le rythme, ce sont eux qui donnaient le tempo. Donc quand un match commence, quand on décide d'aller à 100 à l'heure par rapport au résultat, on y va à 100 à l'heure. Quitte à battre l'adversaire, marquer des buts et puis essayer de ne pas en prendre. C'était ça. Mais l'équipe a joué comme ça à un moment donné lors de la CAN dernière, en 2013 en Afrique du Sud. La preuve, on avait terminé avec 5 buts. 5 buts au premier tour. 2 face au Togo, 3-0 face à la Tunisie. Parce que nous avons les hommes. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut qu'on rentre sur le terrain avec l'envie de gagner. Mais ça, on n'apprend pas ça à l'école. Pas d'aller à Radio, à Dabou. Oh. Ça revient, ça n'enlève pas cette affaire de Akradio. Je pense qu'il faut vous enlever ça de la tête carrément parce que ça ne sert à rien. Aujourd'hui,
nos garçons du talent. Nos garçons du talent, je ne crois pas à cette affaire d'Accra 2. Moi, je n'y crois pas du tout. Nos garçons, mes camarades étaient partis en 92 parce que personne ne croyait en eux. Mais il y avait un état d'esprit dans cette équipe. Gagui Seli, Abdoulaye Traoré, Ben Badi, Oumar Ben Salah, Alain Guamene, Thierry Jouel. On avait des buteurs. On avait des buteurs, Thierry Jouel, Abdoulaye Traoré, Ben Badi. Ça, c'était des buteurs. Il y a la différence, c'est entre un attaquant et un buteur. Voilà. Donc, il faut un état d'esprit. Il faut la gagne. Il faut vouloir vaincre son adversaire. Il ne faut jamais rechigner à la tâche. On revient à Hervé Renard pour cette première compétition avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Comment le jugez-vous depuis qu'il a pris les rênes de cette équipe? Depuis qu'il a pris les rênes de cette équipe, depuis jusqu'au premier match, ouais. En fait, il a de très grandes qualités comme entraîneur. C'est-à-dire qu'il sait lire un match. Il sait lire un match, il sait faire son coaching. Il sait à quel moment il faut faire rentrer un tel, faire sortir un autre. C'est ça qui nous manquait il y a quelques années. Hein? Pour le comparer, Lamouchi et Renard, vous avez vu que au match aller ici contre le Sénégal, il savait que Sérédier ou Tchétchèque étaient suspendus. Mais il n'a rien fait pour les remplacer. Il n'a rien fait pour les remplacer. Nous sommes allés au Maroc contre les mêmes Sénégalais au match retour. On a failli se faire battre. Il a fallu un coup de pas de calumnie pour y arriver. Mais il est resté tétanisé sur le banc de touche. Au contraire d'Hervé Renard qui suit ses joueurs, qui crie, qui leur parle. C'est vrai que ce n'est pas dans le style de tous les entraîneurs de crier, de bavarder, machin, tout ça. Mais lui, au moins, il vit le match avec ses joueurs. Il fait les déplacements, même si ce n'est pas le jour d'un examen que le professeur va se mettre à la fenêtre pour dire à ses élèves comportez-vous de telle ou telle manière. Lui, au moins, il vit le match avec ses joueurs. C'est très important. On sait dans quelles conditions la Guinée équatoriale a organisé cette compétition. Alors, avec les retours que vous avez des Ivoiriens qui sont à Malabo, en Guinée équatoriale en ce moment, est-ce que l'organisation arrive à satisfaire toutes ces équipes, et notamment nous avons eu le cri de Claude Leroy concernant l'organisation. Alors selon vous, est-ce que la Guinée équatoriale sera à la hauteur de l'organisation de cette compétition? Oui, après pratiquement 2 journées, on voit que l'organisation est parfaite. Le malheur des Congolais de Claude Leroy, c'est qu'ils jouaient contre l'équipe, le pays organisateur. Et donc, à la guerre comme à la guerre, les gens ne sont plus les intimidations sont... Voilà. Donc, bon, je comprends. Et ça se justifie puisque les Lions, les Diables Rouges, l'équipe de Claude Leroy a pu battre le Gabon, mais parce qu'ils sont arrivés au terrain dans de bonnes conditions. Donc, je lui donne un peu raison, mais en dehors de cela, il y a du monde au stade, dans tous les stades. Et ils font la fête. Ils font la fête. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand l'équipe nationale de la Guinée équatoriale va tenir? Si elle passe au premier tour, si elle va au deuxième tour, je suis sûr qu'on aura encore beaucoup plus de monde dans les stades. Parlons de deuxième tour. Comment voyez-vous l'avenir des éléphants et quelles sont selon vous les équipes favorites? Oh, on va vous dire que moi j'avais pour favori l'Algérie, mais l'Algérie, bien qu'elle ait gagné l'Afrique du Sud 3 buts à 1, cette équipe ne m'a pas paru rassurante, notamment en défense. Si elle avait rencontré l'équipe nationale ou une Afrique du Sud avec un avançant comme Bénédicte McCarthy, je vous jure qu'il y aurait déjà eu 3-0 première mi-temps et le match aurait été plié. Bon, ce n'est pas les mêmes époques, mais les Algériens qui sont mes favoris, bien sûr. Après la Côte d'Ivoire, m'ont déçu, surtout. Ils ont gagné, mais ils n'ont pas paru sereins. Ensuite, il y a le Sénégal. Les Sénégalais qui ont raté la Coupe d'Afrique par notre faute en 2013, par notre faute qui ont raté la Coupe du Monde, reviennent avec des joueurs de talent. Biram Diouf, un excellent joueur qui a mis fin directement après son premier match, fin au débat
avec Dembaba, qui n'a pas été sélectionné. Ils ont des joueurs de qualité, des garçons comme Papi Cissé. Mais c'est une équipe qui a accepté de faire sa mue très tôt. Après les Jeux Olympiques à Londres, ils ont décidé d'injecter du sang nouveau à leur équipe. Et ça va payer. Je pense que ça va payer cette année. Ensuite, il y a, comme favori, il y a la RDC. Pardon, l'équipe de Claude Leroy, le Congo, parce que je le confonds toujours à la RDC, le Congo. Bon, il y a le Congo qui a un grand entraîneur. Il est à sa 8e CAN, il connaît parfaitement ses joueurs, et donc la surprise peut venir de cette équipe. Je pense qu'on va revenir à vous, Tchétché Aimé. Vous avez participé... Je voudrais, excusez-moi, Didier, je voudrais d'abord, au niveau de la CAN, je voudrais dire que c'est une CAN qui est prolixe en but. Il y a eu beaucoup de buts en 10 matchs, alors qu'on n'a pas encore fini la deuxième journée. Il y a déjà 20 buts marqués en 10 matchs, contre 16 à cette même période pour la précédente édition. La Côte d'Ivoire était sortie meilleure nation de ce premier tour avec de cette deuxième journée avec 5 buts et le Burkina Faso 5 buts également. Donc c'est une compétition qui a... Les attaquants sont là, ils sont présents et c'est très bien pour les spectateurs. Alors je le disais tantôt, vous avez été joueur de l'équipe nationale de 82 à 85. Vous avez mis fin à votre carrière de professionnel. À quelle date et quel est votre meilleur souvenir de toute cette époque? Alors brièvement, je commence d'abord au Sporting Claude Gagnois. Mais étant un peu produit de l'OASU, à 16 ans, je suis récupéré par les dirigeants du Sporting. On me surclasse, je passe donc à 83 en équipe nationale junior. J'ai passé par la Coupe du Monde au Mexique en 1983 et tout de suite après, notre génération intègre petit à petit l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui préparait Côte d'Ivoire 84. Et après qu'on ait raté cette compétition, parce qu'on a été éliminé au premier tour après avoir fait un match en fanfare contre le Togo, premier match 3-0, on se fait étaler, mais par la faute de nos dirigeants. Je ne veux pas revenir dessus pour ne pas choquer les gens. Et donc, après cela, je suis en équipe nationale jusqu'à 85 où je me blesse grièvement, mais une grosse blessure au genou gauche. J'ai une fracture des ligaments croisés. C'était au Burkina Faso contre le Ghana. Et puis après, bon, je suis resté un an sans jouer avant de revenir. Et donc c'est comme ça qu'en 88, j'ai mis fin à ma carrière. Mais les meilleurs moments de ma carrière de footballeur demeurent avec l'Africa Sport de 86, qui joue la finale contre le Zamalek. 2-0 là-bas, nous on les bat 2-0 aussi, mais il fallait aller au tir au but. Et c'est au tir au but qu'on rate les trucs. Et puis ensuite, on va jouer contre l'Ashanti Kotoko de Koumassi. À Koumassi, une finale de fois qu'on remporte là-bas, juste après avoir perdu la finale contre le Zamalek. Bref, j'ai de très bons souvenirs de mon passage sur le football. Alors en 88, vous mettez fin donc à votre carrière de footballeur professionnel. Dans quelle activité vous vous orientez? On sait que c'est un problème, pas un problème, mais une grande question pour les footballeurs, pour les sportifs en général, qu'après la carrière, comment se réorienter. Alors votre exemple? Écoutez, moi j'ai eu la chance, après Côte d'Ivoire 84, d'être orienté à l'INJS, parce que je suis en terminale, j'avais passé le bac. Quand l'opportunité d'entrer à l'INJS nous a été offerte par le ministre Logo, j'ai décidé d'aller à l'INJS. J'ai décidé de suivre la formation de professeur d'éducation physique. Et depuis 1987, je suis professeur au lycée moderne à Gamé-Harris. Voilà. Et bon, mais c'était un choix, hein. J'aurais pu être footballeur professionnel. Là. J'aurais pu choisir d'aller jouer, puisque j'avais été contacté par l'équipe de Besançon à l'époque. En France, qui était en première division. Mais entrer à l'INJS, assurer mon avenir et aller à l'aventure, ça aurait été intéressant, mais j'avais déjà du concret sur place. Après l'INJS, on ne fait pas de demande d'emploi. Donc, j'ai choisi. Vous ne regrettez pas votre choix? Non, du tout. En 2012, vous avez été désigné président du comité exécutif de la mutuelle des anciens footballeurs de Côte d'Ivoire.
En tant que président de ce comité exécutif, quelles sont les actions que vous avez menées et comment se porte la mutuelle aujourd'hui? Bon, au lieu de vous décevoir, je fais toujours partie de la mutuelle en tant qu'ancien footballeur, mais je ne fais plus partie du comité exécutif parce que je suis très pris par mes activités. Et je dois dire que je préfère laisser la place aux autres pour apporter leur contribution. Moi, j'ai conduit. Qu'est-ce que vous avez fait pendant Moi, j'ai conduit la mutuelle sur les fonds baptismaux. Avec le président Niali, le président du comité d'administration, nous avons travaillé sur les statuts. Nous avons réuni, nous avons pu organiser une assemblée générale pour élire les dirigeants de cette mutuelle. Malheureusement, je ne peux plus diriger ce comité exécutif, donc j'ai laissé ma place à quelqu'un d'autre. Cependant, la mutuelle existe. La mutuelle existe. À l'assemblée générale, nous demanderons des comptes à ceux qui dirigent à l'heure actuelle. Mais ils organisent par-ci des matchs amicaux, par-ci, par-là. À part les matchs amicaux, qu'est-ce que ce ne soit pas l'objectif principal de cette mutuelle? Alors, quels sont donc les objectifs c'est assigner cette mutuelle et où on en est aujourd'hui? Oui, mais je répète encore que je ne fais plus partie du comité exécutif. Donc vous êtes membre de la mutuelle? Je suis membre, mais les objectifs étaient de créer une solidarité autour des anciens footballeurs. Une grosse solidarité, une chaîne de solidarité pour permettre aux gens de s'entraider. Quand vous n'avez pas les moyens, il faut vous mettre ensemble pour pouvoir faire des choses. On avait un projet de créer une assurance, de souscrire à une assurance pour les anciens footballeurs. Parce que, aujourd'hui, le gros problème au niveau des anciens footballeurs, c'est qu'on meurt trop bêtement. On meurt, entre guillemets, on meurt trop bêtement parce qu'on n'a pas pu payer une facture, une ordonnance. On crève. Et pour mettre fin à cela, on avait décidé de souscrire à une assurance pour tous, pour permettre aux gens de payer leur ordonnance, aider les membres, ceux qui ont cotisé, en cas de décès d'un de leurs proches, en cas de mariage, en cas d'accouchement de leur femme. Et bon, tout ça c'est encore un projet, je pense, parce que depuis 2012, apparemment, rien n'a encore bougé. On espère que ça va bouger du côté de la mutuelle. En tout cas, M. Tchétché, nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir dans le cadre des directs du jeudi sur Abidjan.net. Avec vous, on a parlé évidemment de la participation des éléphants, de la CAN, et également de la reconversion des anciens footballeurs. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez l'occasion de dire un mot à la nation, à tous ceux qui suivent Abidjan.net à travers le monde. Merci Didier. Alors, mon dernier mot, il est à l'endroit des Ivoiriens qui supportent les éléphants. Il faut supporter l'équipe nationale. On n'a qu'une seule équipe nationale, il n'y en a pas deux. Qu'ils arrivent loin ou pas, il faut les supporter. Il faut les encourager. Je pense qu'il faut les encourager. Il faut qu'on arrête de les traiter de goumestines, de gens qui ne font rien, qui ne veulent rien faire, qui ne peuvent rien faire. Comme on voit sur les réseaux sociaux. Comme on voit sur les réseaux sociaux, et c'est bien dommage. Très acerbe. Voilà. C'est pas bien. C'est pas bien. Je pense que, bon, chacun les faire ses gens s'exprimer. Il faut laisser les gens s'exprimer, mais je pense qu'on gagnerait à les encourager. Il faut qu'ils sentent que nous sommes derrière eux. Il y a une sorte d'espèce de somnolence, la Côte d'Ivoire joue. Personne ne sait que la Côte d'Ivoire joue. C'est vrai qu'ils nous ont tellement déçus, parce qu'on a toujours dit que c'était un groupe en or qu'on avait. Ils n'ont rien amené. Mais qui dit que ça ne serait pas cette année? Ils commencent mal, mais ils commencent bien. Ils commencent bien. Ils ont réagi. On n'avait pas l'habitude de courir derrière les buts. On a couru derrière un but, on a égalisé. Il faut encourager nos éléphants. Je pense que c'est la raison principale pour laquelle on vous a invité, raviver la flamme, l'engouement de tous les Ivoiriens autour de notre équipe nationale. Je pense que le message est bien passé. Nous avons espoir. Weblogis et Abidjan.net en tout cas soutiennent les éléphants de Côte d'Ivoire et on demande à tous les Ivoiriens de faire pareil. Merci, chers amis internautes. On se retrouve jeudi prochain pour un autre numéro des directs du jeudi sur Abidjan.net. D'ici là, restez connectés à tout notre réseau.